Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Président de l'Association des départements de France, Monsieur le Président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, je suis ravi d'être parmi vous, très heureux d'être à vos côtés, juste après une signature importante, et j'y reviendrai, et une matinée d'échange. Et en effet, c'est pour moi à la fois un plaisir et une fierté de vous accueillir à l'Élysée pour cette 5e conférence nationale du handicap. Ce rendez-vous triennal prend cette année un relief un peu particulier, puisque ce 11 février marque les 15 ans d'une loi fondatrice, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et je remercie Claude Chirac de nous faire l'amitié de sa présence. Et à travers vous, cher Claude, c'est évidemment à votre père, au président Chirac et à son legs, la matière que nous rendons hommage aujourd'hui. Car oui, il y a eu un avant et un après ce texte de loi, même si le chemin n'est pas terminé, nous le savons très bien. Et il y a tout un travail et une mobilisation de la société qui s'est construit, qui a été bousculé suite à ce texte. J'ai fait du handicap ma carte blanche lors de l'élection présidentielle. Ça n'était pas prévu, certains s'en souviennent peut-être ce soir. Et c'était en effet la question qui était posée aux deux candidats, savoir ce qui était le plus important pour eux, ce qui n'avait pas été évoqué dans le débat. Le handicap n'avait pas été évoqué dans le débat. Et depuis, je n'ai eu de cesse d'agir, d'avoir moi-même l'obsession que ces changements soient tangibles pour tous. Et le gouvernement, et je remercie la ministre en charge et tous les ministres du gouvernement qui à ses côtés sont là, devraient au quotidien sur ce sujet si essentiel. Alors je ne m'attarderai pas sur ce qui a été annoncé ce matin, ce qui a été mis en œuvre sous l'impulsion de la ministre depuis 2 ans et demi. L'augmentation de 90 € par mois de l'allocation adulte handicapé, la reconnaissance du droit de vote pour les majeurs protégés, l'attribution de droits à vie quand les handicaps sont irréversibles, la mise en place d'une stratégie nationale pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, les engagements pris pour transformer en profondeur la société, l'école inclusive, la stratégie Osons l'emploi ou encore celle pour soutenir les proches aidants. Toutes ces mesures, surtout, participent d'une philosophie nouvelle, où l'on ne considère plus les personnes en situation de handicap comme des figures d'altérité, au fond une extériorité, eux, mais bien des citoyens à part entière, nous. Des citoyens qui ont droit à une vie de dignité, une vie de liberté, une vie comme les autres, au milieu des autres. Au fond, comme des citoyens, comme diraient nos amis de l'autre côté de l'Atlantique, autrement capables. Ça ne signifie pas que la République abandonne les plus vulnérables, celles et ceux qui sont touchés par les troubles les plus profonds, bien au contraire. Et je sais parfois tous les malentendus qu'il y a pu avoir de dire on veut une société inclusive, mais il y en a qui de toute façon, compte tenu de la complexité du cas du niveau de handicap, ne peuvent pas vivre dans l'école, au travail et autres. Et le projet auquel je crois, ce que nous poursuivons, n'est pas de ne pas s'occuper ou de moins s'occuper de ces Françaises et de ces Français, au contraire. Mais nous affirmons qu'il n'y a pas d'un côté les personnes en situation de handicap et de l'autre, celles que le destin de l'existence aurait épargnées. Simplement parce qu'il y a une nation. Et je crois que c'était déjà au cœur de l'esprit de la loi de 2005. Il y a une nation qui est faite de citoyennes et de citoyens qui toutes et tous ont leurs vulnérabilités, leurs blessures, leurs forces et leurs faiblesses, leurs différences. Et je crois qu'une nation qui sait le reconnaître, le voir et l'accueillir, le faire vivre, est une nation plus forte. Il n'y a pas de nation forte s'il n'y a pas cette capacité à ce que chacun y prenne sa part. Et je le dis souvent, il suffit de voir ce qu'est une classe quand un enfant en situation de handicap arrive. Le premier réflexe collectif, ça peut être les rires des autres, ça peut être l'incompréhension, ça va être très compliqué, on n'a pas les moyens de l'accueillir, on n'y arrivera pas. Et une fois qu'on a mis le collectif dans la situation de dire
c'est un enfant de la nation comme les autres. On va s'organiser, on va se donner les moyens. La classe l'accueille. La classe est plus forte. Mais tous ceux qui ont fait cette expérience l'ont vu 10 fois. Parce que les autres élèves construisent un regard différent sur la différence, parce que la méthode d'enseignement change un peu, parce que la bêtise collective a un peu disparu. Voilà pourquoi nous avons pensé le format de cette conférence autour du thème « Tous concernés, tous mobilisés ». Plus qu'un slogan, c'est une réalité nécessaire et enthousiasmante. Et voilà pourquoi je voulais vous remercier tous et toutes d'être là. Je crois que le premier combat, c'est celui de cette mobilisation et de la capacité de tous les acteurs à travailler ensemble. Je rendais hommage à la ministre, aux membres du gouvernement. Je vais ici avoir un mot pour l'ensemble des associations. On s'est vu la semaine dernière, et pour beaucoup, c'est un compagnonnage de longue date. Mais je veux vous remercier pour votre travail et votre engagement. Certaines associations représentent, défendent, d'autres sont aussi, en plus des acteurs et des transformateurs du quotidien, des acteurs de la société. Je veux ici leur dire toute ma gratitude, parce que ce sont des combats qui viennent parfois de très loin. Ce sont des impatiences dont on donne parfois le sentiment qu'on n'y répond pas assez vite. Mais à côté d'eux, c'est la présence ici aussi des élus, des collectivités territoriales. J'ai cité bien entendu les départements qui jouent un rôle majeur, cher Dominique, et de cette convention tripartite qui a été signée tout à l'heure et qui est, je crois, vraiment un cap nouveau, et j'y reviendrai, mais de l'ensemble des élus, maires, présidents de collectivités, des médias, des entreprises, des associations, de l'ensemble des citoyens. Parce qu'en parlant du handicap, nous ne parlons pas d'une politique publique particulière, d'une cause qu'il faudrait défendre par habitude, mais nous parlons d'un projet profondément républicain de fraternité, de ce qui nous lie, nous unit, de notre capacité à innover, à s'adapter, à porter le progrès pour tous. Nous parlons de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être. Et c'est pourquoi je veux aussi que cette conférence sonne comme une mobilisation de toute la société. Nos parlementaires sont là, qui défendent aussi, à travers des textes, le suivi de ces textes, ce projet, mais c'est toute la société. En changeant le regard que nous avons sur nous-mêmes, en traquant la volonté de ne pas voir des uns ou de continuer à ne pas voir des autres, et en changeant nos habitudes. Un de mes prédécesseurs en ces lieux, le général de Gaulle, avait une fille, Anne, qui était atteinte du syndrome de Down. Et dans ses mémoires, il a une phrase très belle dans laquelle il disait que sans elle, il n'aurait sans doute pas fait ce qu'il a fait. Ça dit quelque chose aussi de tout ce que les blessures les plus intimes apportent, mais de tout ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience, en tout cas la capacité à faire d'une morsure du destin une chance, une possibilité de faire différemment peut apporter à un homme, une école, une entreprise, une nation. Et je souhaite que cette conférence nous donne à tous la force, précisément, de faire, de bouger les lignes, la force de nous extraire parfois aussi des pesanteurs de l'habitude. Alors beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses sont lancées. Moi, je voulais simplement, dans ce propos, revenir sur 3 objectifs à mes yeux essentiels et que j'évoquais la semaine dernière avec les associations. Parce que nous ne devons pas nous habituer. Nous ne devons jamais nous habituer à ce que des enfants en situation de handicap soient privés, en effet, de la chance d'aller à l'école, de la joie d'apprendre, du bonheur de tisser des liens. Pour moi, le premier objectif, c'est qu'aucun enfant sans solution de scolarisation ne puisse encore exister au mois de septembre prochain. C'est le premier objectif qu'on doit se donner. Alors, beaucoup a été fait, mais il faut qu'on regarde où on en est de manière très précise. Un numéro d'appel dédié, Aide Handicap École, existe. Il répond à toutes les questions des familles. Je le redonne, c'est le 0800 730 123. 0800 730 123. Et il y a, partout où nous en avons besoin, j'y reviendrai, c'est ce que nous allons continuer à faire, des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Je déteste ces acronymes, comme savent ceux qui travaillent avec moi, on appelle ça des AESH. Ce sont des accompagnants, ce sont des femmes et des hommes qui permettent aux enfants d'aller à l'école. Formés,
recruter. Alors, le vrai sujet, c'est qu'on en manque, c'est qu'il n'y en avait pas assez, qu'il n'y en a toujours pas d'ailleurs assez, et qu'on a encore trop d'enfants qui sont en situation de ne pas avoir de solution à la rentrée ou dans l'année. En 2017, il y avait 55 000 accompagnants. Il y en aura 66 000 à la fin de l'année. Donc il y a eu un effort extrêmement important, sans équivalent sur une période de temps aussi courte. On en a recréé 11 000. En même temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a mieux formé, on les a sécurisés dans leur statut, avec de vrais contrats passés avec l'éducation nationale, parce que souvent c'était des contrats très précaires et trop courts, pour que ce soit plus durable. Est-ce qu'on a gagné cette bataille? Non. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on a encore sur trop de territoires des accompagnants qui ont des contrats à temps partiel. Ça veut dire que, je les croise à chaque fois, ils me disent « j'ai 22h15 de temps de travail ». Payer au SMIC à 22h15, ça ne marche pas. Donc nous devons, État, collectivités locales, faire des vraies plateformes d'emploi pour offrir des contrats dignes à ces personnes qui accompagnent. C'est le seul moyen de continuer à les recruter et les stabiliser dans l'emploi. Sinon, en cours d'année, c'est tellement dur. Ils disent « j'ai 22h15, je suis payé au SMIC à 22h15 », donc ça veut dire qu'ils ont 700-800 € par mois, ils abandonnent. Et donc ce sont des enfants qui se retrouvent au mois de décembre, janvier, sans contrat. Donc nous, on peut dire « on a tout bien fait dans les chiffres en vrai ». Non, pas en vrai. Donc nous devons travailler à la stabilisation de ces personnes, c'est-à-dire à des contrats plus durables dans l'éducation nationale et un travail avec tous les autres employeurs pour qu'on leur donne au moins 35 heures de travail. Pardon, je suis très concret, mais je me suis aperçu que sur tous ces sujets, si on n'est pas concret, on peut vite se payer de bonnes paroles. Alors, on a des premiers résultats. Le nombre d'enfants qui étaient en attente d'un accompagnant a été divisé par près de 2 entre 2018 et 2019. On est passé de 15 000 à 8 000. Donc, on voit les conséquences. Divisé par 2 en une année, on peut s'en féliciter, c'est un formidable travail. Maintenant, on doit réussir à tomber à 0. Donc, 1, en stabilisant des vrais contrats, des emplois bien payés, correctement payés. 2, on va poursuivre le recrutement. On vise le recrutement de 11 500 accompagnants supplémentaires d'ici 2022. Il faudra l'ajuster en fonction des besoins, mais je veux qu'on se fixe comme horizon de ne plus avoir d'enfants sans solution à la rentrée prochaine. Les 8 000, c'est 8 000 de trop. Et cette solution, elle est atteignable si on se mobilise collectivement. Elle est totalement atteignable. Je veux dire, c'est pas vrai qu'en France, on ne puisse pas dire on en a eu 8 000 en septembre dernier, il n'y en aura pas à la rentrée prochaine. Donc simplement, il faut de la transparence, de la pression, de la mobilisation collective. Je veux que tous les enfants aient une solution. Ensuite, la solution, ce n'est pas forcément un accompagnant pour un enfant. Et c'est là où le travail se poursuit. C'est que des partenariats se nouent au niveau départemental entre l'éducation nationale et le secteur médico-social pour progresser. Parce que parfois, c'est une forme d'aménagement, ce n'est pas forcément un accompagnant pour un enfant. Ça va être des services à côté, c'est du temps aménagé. Ça va être du médico-social qui travaille mieux avec l'école pour que l'enfant qui n'a peut-être pas besoin d'un accompagnant à temps plein puisse aller à l'école parce qu'il y a le bon service qui a été aménagé à côté. Et c'est là où aussi le partenariat que vous avez signé ce matin est très important pour nous. Et ça veut dire aussi mieux former nos enseignants. C'est pour ça que dès la rentrée prochaine, un module handicap sera intégré dans la formation initiale des professeurs des écoles et des enseignants du secondaire. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de savoir aussi accueillir dans une classe un enfant qui a situation de handicap, qui a des difficultés, et que si on forme mieux les enseignants, on n'a dans certains cas pas forcément besoin d'un accompagnant à temps plein, parce que c'est mieux s'organiser soi-même, on a été formé. Donc, il n'y a pas d'automatisme, mais il faut qu'on fasse mieux sur chacun de ces échelles. En tout cas, pour moi, le premier objectif, c'est celui-là. Il est atteignable si on se mobilise, et il suppose donc prise de conscience collective, les moyens à mettre, et une responsabilité d'ensemble. Le 8 000 de la rentrée dernière, il doit passer à 0. Je sais que le ministre de l'Éducation nationale y est pleinement mobilisé, la ministre aussi. On va continuer, on ne va rien lâcher. Je veux ici tout particulièrement évoquer la question de l'autisme. Parce que bien souvent, ça a été l'impensé dans l'école et dans le reste de la société, et la difficulté qu'on ne voyait pas, qui était mal diagnostiquée, trop tardivement, avec des problèmes qu'on ne savait pas gérer. Pour les enfants autistes et présentant des troubles de neurodéveloppement, nous avons mis en place, dans le cadre du plan autisme, ce forfait diagnostic et intervention précoce. C'est un point très important, ça fait partie, je vois Claire qui est là-bas, du plan autisme, jusqu'à 6 ans.
C'est le début, ça se met en place, il faut maintenant qu'on aille beaucoup plus vite. Donc il faut le faire savoir partout, il faut là aussi maintenant développer des choses. On n'en a fait que quelques centaines, or ça ne correspond pas à la réalité cachée. Donc on a mis en place ce dispositif, il faut maintenant le faire vivre. Là aussi, mettre de la pression partout, que le réflexe soit pris, que quand des enseignants voient une situation délicate, que dans le médico-social, on voit une situation délicate, que dans la famille a un doute, on aille vers justement le diagnostic dans les centres qui ont été mis en place. Il est sans reste à charge pour les familles et c'est le moyen le plus efficace de répondre à ce défi. Aujourd'hui, on l'a lancé. Quand je vois le nombre de diagnostics qu'on a fait, ce n'est pas vrai de dire qu'on est à plein régime. 150, c'est le début. Maintenant, je veux ici en donner la pleine publicité pour y aller à fond. Parce qu'on doit aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. On a 500 enfants qui pourront en bénéficier, qui pourront par cela bénéficier justement des séances de psychologues, d'ergothérapeutes, de psychomotriciens. Parce que ce qui est très important derrière, c'est non seulement ça permet de faire le diagnostic le plus tôt possible, mais ensuite d'ouvrir droit à un accompagnement qui n'était pas gratuit jusqu'alors et à des professionnels qu'on n'arrivait pas à mettre autour de la table ensemble de manière aussi simple. On doit aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, et là, il faut la mobilisation de tout le monde. Donc je compte sur vous. Et on y mettra là aussi tous les moyens qu'il faut. Parce qu'un enfant qu'on diagnostique plus tard, c'est un enfant qu'on a laissé dans une situation d'échec scolaire, dont on a laissé la famille dans une situation terrible. Et donc, en plus d'un autisme qui n'est pas diagnostiqué, c'est un accompagnement qui n'est pas fait, et c'est de la difficulté sociale, familiale qu'on vient greffer justement sur l'autisme en plus. Dès le 1er janvier 2021, ce forfait diagnostic et intervention sera étendu jusqu'à 12 ans. Parce que ça ne s'arrête pas à 6 ans et que, comme on ne fait pas tout parfaitement, il se trouve que parfois, les indices, les doutes, on le sait bien, arrivent après l'âge de 6 ans. Il arrive quand on est en classe primaire et donc il faut pouvoir le faire un peu plus tard. Et donc, je souhaite qu'on puisse étendre ce diagnostic entre 6 et 12 ans pour qu'on ait le diagnostic, le forfait et les prestations, là aussi, prises en charge pour les familles, de 0 à 12 ans. Et je veux aussi, être très clair, je veux une deuxième extension, celle à tous les 10. Parce qu'il y a l'autisme, mais il y a aussi toutes les différences qu'on connaît, qui créent de l'échec scolaire, qui sont, si elles ne sont pas vues, diagnostiquées et accompagnées, dyslexie, dyspraxie, etc., là aussi créent de l'échec, de l'isolement, et aggrave la situation. Et donc, je veux que ce forfait permette soit ouvert à la détection de l'ensemble des troubles 10 et que ce forfait d'accompagnement soit ouvert à tous ces troubles 10. Pour continuer à rattraper le retard français, parce qu'en la matière, il faut bien le dire, on a un retard. On n'est pas les meilleurs de la classe, loin de là. Et nous ne sommes pas dans les meilleures pratiques. Je souhaite aussi que nous puissions créer une maison de l'autisme qui sera le lieu ressource pour les familles, encore trop souvent désemparées, qui permettra là aussi à toutes les associations de se retrouver, d'avoir accès aux meilleures pratiques, d'avoir accès à la connaissance de toutes ces aides et de ces dispositifs. C'est ce que je souhaitais ajouter sur l'autisme et les 10, parce que quand on parle d'enfants à l'école, c'est un sujet, je crois, là aussi essentiel, qu'on avait trop souvent laissé de côté. Je suis sûr qu'en plus, on continuera à découvrir des choses essentielles sur le sujet. Quand on parle d'école, légitimement, on peut aussi se poser la question de savoir ce qui se passe après 18 ans. Je sais que c'est la question qui angoisse beaucoup de jeunes adultes, leurs familles. Et là aussi, il nous faut penser les continuités. Il y en a deux que je voulais évoquer, de manière très simple. D'abord, cher Michel, il y a ce qu'on appelle l'amendement Creton, pardon de vous interpeller comme ça, qui a constitué de ce point de vue une avancée historique et qui a permis que des familles ne se retrouvent pas dans cette situation pas seulement ubuesque, mais atroce, qui consistait à dire « le couperet des 18 ans arrive, on vous rend l'enfant ». J'ai reçu beaucoup de courriers sur ce sujet ces derniers temps, et il y a une angoisse qui est née comme quoi on allait toucher à ce dispositif. Je vais être très clair, non. L'amendement Creton, qui a été une avancée majeure, nous ne reviendrons pas dessus, pas simplement un acquis, c'est une solution de la continuité des dispositifs qu'on a, c'est de dire quand on parle d'accompagner des personnes dans des transitions, des changements de vie, on doit permettre de le faire dans le temps, on ne doit pas laisser nos concitoyens sans solution. Donc il ne sera pas touché. Donc il n'y aura pas de couperet davantage demain qu'il n'y en a aujourd'hui grâce au travail et à votre mobilisation à 18 ans. Maintenant, après 18 ans, il y a une autre chose qui se passe, c'est qu'on sort de l'école, la plupart du temps, pour rentrer dans l'après-lycée
et l'enseignement supérieur. Et là aussi, je souhaite qu'on puisse continuer à faire en sorte, pour ceux qui le souhaitent et le peuvent, et ils sont de plus en plus nombreux, faire que l'école inclusive ne s'arrête pas au lycée, et que l'enseignement supérieur le soit aussi. En 2017, il y avait 24 000 étudiants en situation de handicap. Il y en a 35 000 à ce jour. Là aussi, il y a un bond historique qui a été fait. En 2 ans de temps, on a augmenté de 50% le nombre d'étudiants en situation de handicap. Donc, c'est pas vrai de dire que rien n'a été fait sur ce sujet. Je mentirais même si je pousse les ministres à faire davantage. Je sais qu'on peut faire beaucoup plus. Comme le propose Jérémy Bauroy, je souhaite qu'une grande réflexion nationale soit lancée autour de l'intégration et des parcours des personnes en situation de handicap dans l'enseignement supérieur, parce que je suis convaincu qu'on peut faire beaucoup mieux comme vous. Ça, c'est le premier objectif. Ne plus laisser donc aucun enfant sans solution et permettre pour tous ceux qui le veulent, le peuvent, d'aller à l'école, d'être formés pour accéder à une vie normale. Le deuxième objectif que je veux nous fixer ce matin, c'est faire en sorte que d'ici 2021, aucune personne en situation de handicap, enfant comme adulte, ne soit laissée seule dans sa recherche de solutions. Tout le monde ici, je pense, connaît ce qu'on appelle l'effet Louise. L'effet Louise, c'est cet ouvrage publié par une maman qui parle de sa fille atteinte de trisomie et qui explique que le handicap, la chose la plus terrible à vivre pour elle, ce n'est pas la trisomie de sa fille, c'est le fameux effet Louise, c'est-à-dire le système administratif, qui a transformé sa vie en une montagne de photocopies et de certificats médicaux. Et c'est vrai. Et je dois dire que Brigitte comme moi, on reçoit énormément de témoignages en ce sens, c'est que aux difficultés de la vie, on a en plus la montagne administrative. Et je le dis dans un paradoxe, parce que nos administrations, qu'elles soient d'ailleurs d'État, de collectivité, enfin on veut tous bien faire, on veut tous apporter une solution. C'est une espèce de paradoxe dans lequel on vit, mais c'est vécu par les gens qui sont dans cette situation comme une série de contraintes terribles, et la solitude face à ces contraintes, et un maquis terrible. Quel numéro il faut appeler, qui il faut aller voir, et on nous demande un certificat médical là, et on nous renvoie à tel endroit. Et donc, pour obtenir ce à quoi on nous dit qu'on a droit, c'est un parcours du combattant. Alors, pour ce deuxième objectif, je veux quelques principes simples. D'abord, un principe d'accès. Les familles, les personnes doivent savoir tout simplement à qui s'adresser. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on ait un numéro unique. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois que ce n'est pas du tout gadget, parce que d'abord, ça permet de mettre tout le monde en tension, ça permet derrière de mesurer, de créer de la transparence. C'est pourquoi je sais que c'est un très gros travail et que ça fait peur à tout le monde, et qu'on m'a demandé quelques mois, mais que pour le 1er janvier prochain, j'ai souhaité qu'on puisse avoir un numéro d'appel national dédié à l'accompagnement et l'accès aux droits de l'ensemble des personnes en situation de handicap, enfants comme adultes. Ce sera le 360. Sinon, je l'ai dit tout à l'heure, pour les enfants, je ne me souviens même plus, moi, du numéro qu'il faut appeler quand on a un enfant à scolariser. Et on en a 10 comme ça. Et selon qu'on change parfois de département, on a évidemment un numéro qui est différent qu'il faut appeler. Donc il faut un numéro national unique quand on est dans cette situation à appeler, et on s'organisera pour qu'ensuite ce soit dispatché entre les plateformes. C'est la responsabilité, l'unité qu'on se doit collectivement. Ce numéro sera relayé sur le terrain par 400 communautés d'accompagnement. Parce qu'il y a un très gros travail qui a été fait, et là-dessus, les départements, les associations ont fait un très gros travail sur le terrain pour simplifier, clarifier les choses, permettre que les acteurs travaillent mieux. 400 communautés d'accompagnement réunissent l'ensemble des acteurs locaux du handicap pour mieux se coordonner, pour trouver ces solutions sur le modèle de ce qui a été expérimenté. Il y a plusieurs cas, vous en avez parlé tout à l'heure. Je sais combien le président Bussereau et tous les présidents et présidentes de départements ici présents y tiennent. Il y a des bonnes pratiques. L'idée, c'est maintenant de les généraliser, d'avoir sur le territoire ces 400 plateformes. Elles travailleront avec, on ne va pas avoir 400 numéros, donc avec un numéro unique. Un numéro unique, 400 plateformes pour que tous les acteurs sur le terrain se mettent d'accord, qu'on ne renvoie pas de l'un à l'autre. Et physiquement, moi je souhaite d'ailleurs que nos fameux France Service soient partout où c'est souhaitable, le lieu d'accueil. Parce qu'il faut un lieu physique où on se mette tous ensemble. Il faut que pour les personnes en situation de handicap, on n'ait plus ce chemin du combattant où il faut aller de la même DPH à la CAF, parfois au Pôle emploi, ou voir le DAZEN, ou voir ceci ou voir cela. Parce que quand on est une famille avec un enfant en situation de handicap ou qu'on est soi-même en situation de handicap, on est généralement le champion de l'acronyme
et le recordman du nombre d'administrations ou de cases qu'il faut aller cocher. Donc un numéro unique, derrière 400 plateformes sur le territoire où tous les acteurs se mettent ensemble, ils se débrouillent pour apporter des solutions, et des endroits physiques pour que les gens puissent avoir un même endroit où aller. Et ça, c'est en fonction de la réalité locale qu'on la définira dans les prochains mois. Donc, simplicité d'accès, c'est très important. Ensuite, c'est, au-delà de cette simplicité d'accès, de travailler ensemble sur le principe d'égalité républicaine. Quel que soit le lieu où vivent les Françaises et les Français en situation de handicap, ils doivent pouvoir bénéficier du même service et des mêmes droits. Et c'est toute l'ambition de l'accord de confiance qui vient d'être signé entre l'État, les opérateurs et l'Association des départements de France. Et je vous en remercie collectivement. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on a trop de différences. J'évoquais tout à l'heure l'ouverture des droits à vie, avancée majeure. On a défini 4 situations de handicap. On dit que quand on a des droits à vie, on va arrêter de demander aux gens de refaire des visites médicales, des certificats pour bien confirmer que, de manière régulière, ils sont bien aveugles pour avoir droit. C'était ridicule. Simplement, je ne sais pas expliquer que ces droits à vie soient aujourd'hui accordés dans 2% des cas dans un département et 60% des cas dans un autre département. Et donc il faut qu'on marie la simplicité, la proximité qu'offre la présence départementale et les acteurs locaux avec l'égalité des droits républicaine dans le cadre justement de cet accord. De la même manière, dans certains départements, il faut 8 mois pour avoir l'allocation adulte handicapé, 2 mois dans d'autres. Et donc la garantie délai instaurée par l'accord est très importante. Et donc, ça veut dire là aussi que d'ici la fin d'année, on sera mis en situation pour qu'au 1er janvier prochain, aucune demande d'allocation adulte handicapé ne soit traitée en plus de 3 mois dans aucun endroit du territoire. Et là-dessus, les départements pourront compter sur tout le soutien de l'État. Je le dis parce qu'il ne faut pas sur ces sujets envoyer la balle. On mettra en place tous les soutiens, parce que parfois il y a des situations locales qui sont plus compliquées, où on cumule les difficultés. Il faut que l'État soit aussi au rendez-vous de cette solidarité républicaine. Je le dis là aussi très clairement. Donc vous voyez, après la simplicité d'accès, l'égalité républicaine qu'on doit garantir partout. Sur ce point, comme on parle d'allocation adulte handicapé, je vais faire une clarification. Je la faisais en voyant l'ensemble des associations la semaine dernière. Il y a eu tout un débat entre l'allocation adulte handicapé et le revenu universel d'activité. Quand j'ai proposé de mettre en place le revenu universel d'activité, je n'ai jamais parlé de l'allocation adulte handicapé. Donc, l'objectif assigné et poursuivi n'est pas de remplacer l'allocation adulte handicapé ou de la diluer dans le revenu universel d'activité. Je vais être ici très clair, ça n'arrivera pas. Et donc, l'allocation adulte handicapé, qui plus est, on vient de la revaloriser, demeurera. Ça n'est pas une situation transitoire, ce n'est pas une situation d'activité. Mais il est très important, ceci étant dit, que l'ensemble des associations soient présentes autour de la table pour définir le revenu universel d'activité, parce qu'il touche aussi des personnes en situation de handicap qui ne sont pas forcément à l'allocation adulte handicapé, mais ont une activité adaptée, partielle, et il faut qu'on prenne en compte leur situation quand on définit le revenu universel d'activité. Donc je souhaite qu'elle revienne à la table, mais avec un principe ici posé officiellement et clairement, jamais l'allocation adulte handicapé ne sera transformée, diluée, supprimée au bénéfice du revenu universel d'activité. À ces principes simples doivent répondre évidemment des solutions très concrètes sur le terrain. Et dans ce deuxième objectif que je fixais, je veux là aussi aller au bout de ce que nous vous devons. Je parlais tout à l'heure des cas les plus concrets et des cas les plus complexes et de la réalité des situations complexes que nous vivons en France. Actuellement, on a 500 personnes en situation de handicap qui quittent chaque année la France, la plupart du temps pour la Belgique, faute d'un nombre de places suffisant. C'est ça la réalité. Elle n'a pas commencé il y a 2 ans et demi, mais on ne l'a pas endiguée. On était à 5000 quand j'ai été élu président, on est à 8000. Le rythme se ralentit, on était à plus 1000 par an, maintenant on est tombé à 500. Et à chaque fois, je vais vous le dire ce que je pense très profondément. D'abord, ça n'est pas décent pour une nation comme la nôtre. Ensuite, ce sont des situations de vie inacceptables parce qu'on oblige des familles, on dit à des familles, votre enfant, bah oui, c'était très compliqué. D'autres endroits peut-être savent l'accueillir dans une structure adaptée, pas chez nous. Et en plus, c'est la collectivité nationale qui paye. Parce que ce serait faux de dire qu'on le fait pour des raisons d'économie.
c'est payé par l'assurance maladie. Et ça coûte même encore plus cher que si on savait le faire en France. Le problème qu'on a là aussi, soyons clairs, c'est qu'on a mis tellement de règles, on a tellement alourdi nos dispositifs, que c'est très très long, et beaucoup plus long que chez les voisins, de créer des places adaptées. Donc moi je veux qu'on mette volontarisme avec simplification. Je vous le dis parce que je vais un peu bousculer tout le monde, parce que c'est pas vrai qu'on va créer des grands centres comme à l'ancienne, il faut aussi là être innovant, il faut créer des structures plus petites, il faut aller beaucoup plus vite sur les autorisations traditionnelles, mais on ne peut pas rester dans cette situation. Et donc, je veux absolument que nous nous mobilisions autour d'un but précis, faire que d'ici la fin de l'année 2021, il n'y ait plus aucun départ contraint de personnes handicapées vers l'étranger. C'est complètement atteignable. Et qu'on commence à baisser et répondre à toutes les personnes qui ont une situation à l'étranger et les faire progressivement revenir. Pour ce faire, 1000 places supplémentaires seront créées d'ici 2 ans, en plus des 2500 déjà prévues, et en plus des 2500 places dites passerelles qui sont proposées pour les personnes qui sont en situation de quitter une structure fixe, mais qui ont un peu peur de retrouver une vie, entre guillemets, normale ou un milieu trop ouvert, et à qui on laisse la possibilité d'avoir un sas de transition et de pouvoir revenir. Ça, c'est les objectifs de moyens. Mais l'objectif de résultat, je l'ai assigné très clairement. Moi, je ne veux plus de départ d'ici fin 2021 vers l'extérieur dans notre pays, et je veux qu'on commence à ensuite apporter une réponse très claire pour toutes celles et ceux qui sont à l'étranger, pour leur offrir la possibilité de ramener leurs enfants ou leurs proches sur notre territoire. C'est absolument indispensable. Ne pas nous habituer, et c'est le troisième objectif que je veux nous assigner, c'est permettre à chacune et chacun de vivre une vie digne, une vie libre. Il y a l'école, il y a l'accès aux droits de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace, y compris pour les cas concrets et complexes. Et puis, il y a une vie digne, une vie libre. Qu'est-ce que c'est une vie digne et libre? C'est évidemment tout ce que je viens d'évoquer quand je parle d'école, etc. Mais c'est évidemment ce qu'on a fait pour l'allocation adulte handicapé. On peut s'en satisfaire. C'était un engagement que j'avais pris en campagne. C'est là aussi une augmentation historique. Le chemin n'est pas terminé parce qu'on reste sous le seuil de pauvreté. Hein. Je le dis à tous ceux qui expliquent qu'on a été trop loin ou qu'on dépense trop d'argent pour ces allocations. On reste sous le seuil de pauvreté, qu'on ne se trompe pas. Donc c'est de continuer à aller sur le chemin de l'allocation digne pour toutes les personnes en situation de handicap. C'est l'ouverture des nouveaux droits pour les personnes en situation de handicap, le droit de se marier, de se paxer, de divorcer. C'est de progresser sur l'accès à la citoyenneté, grâce à l'ouverture du droit de vote pour 3000 femmes et hommes qui ont pu voter aux élections européennes. C'est de continuer à progresser, comme vous le demandez, sur les éléments concrets de la citoyenneté, l'accessibilité des contenus politiques, gouvernementaux, ce qu'on va poursuivre avec là une charte d'engagement et des documents électoraux. C'est aussi pour ça que j'assume de ne pas avoir dématérialisé les documents électoraux. Ça faisait des économies, mais ça accroissait l'inaccessibilité à ces documents. Mais on doit améliorer leur accessibilité pour les personnes en situation de handicap. C'est tout ce qui a été lancé ces derniers jours pour le droit à une vie sexuelle. C'est de la dignité, c'est de la dignité. Et ça ne doit pas être un tabou dans notre société. Et c'est aussi, et c'est là-dessus que je veux terminer, les sujets de l'emploi, de l'accessibilité et du fait d'être parent. Quand on parle de vie digne et libre, il y a ces 3 sujets qu'on doit aborder. Alors l'emploi, c'est en effet pour toutes celles et ceux qui sont en âge d'accéder à un emploi, la dignité, c'est de pouvoir, de manière adaptée, dans le bon cadre, avoir accès à un emploi, c'est-à-dire pouvoir aussi tisser des liens, accéder à une dignité dans la vie sociale. Et je sais combien la ministre du Travail y est engagée avec la ministre en charge et combien sur ce sujet, il y a déjà une mobilisation qui a été faite et nous souhaitons avancer. Les ministres ont évoqué la mobilisation aux zones emploi, détaillé les mesures juridiques et fiscales pour favoriser l'apprentissage, le travail dans les entreprises adaptées. Et là-dessus, je compte sur vous, je disais tout à l'heure, il y a une variété d'acteurs ici qui est présente et qui montre que c'est une mobilisation nationale. Pour ça, j'ai besoin des associations, des entreprises, des collectivités. C'est-à-dire j'ai besoin que ce ne soit pas simplement une obligation mise dans la loi, avec la possibilité de payer les pénalités si on ne le fait pas, mais le fait qu'aujourd'hui on se dise que c'est notre responsabilité collective si le taux de chômage chez les personnes en situation de handicap reste 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Et donc en s'appuyant sur les ESAT, les entreprises adaptées, nous devons profondément transformer les choses.
profondément. Et donc, je souhaite que nous puissions œuvrer avec les collectivités, là aussi territoriales, sur plus d'achats inclusifs, sur plus de contractualisation avec ces structures adaptées, sur les clubs que nous avons lancés, La France Une Chance, partout sur le territoire pour mobiliser les entreprises, et sur le travail que le haut-commissaire à l'inclusion dans l'emploi auprès de la ministre, M. Guilluy, va mener sur ce sujet. C'est indispensable. Et là aussi, ça n'est pas un texte, ça n'est pas simplement un décret, c'est une mobilisation de tous et de toutes. Je sais combien le gouvernement y est engagé, combien a été fait sur ce sujet. Il faut maintenant qu'on passe, si vous m'autorisez cette expression, à la surmultiplier. La vie digne et la vie libre, c'est ensuite l'accessibilité. Elle était au cœur de la loi de 2005 et elle n'est pas encore la règle, loin de là. Loin de là. On oublie trop souvent ce qui se cache derrière cette situation, ce sont des souffrances, des humiliations, quand on ne peut pas se déplacer parce que le bus n'est pas aux normes, qu'on ne peut pas entrer dans un commerce, qu'on ne peut pas avoir accès à une administration ou à un service public où on vous demande parfois d'aller pour défendre vos propres droits ou y avoir accès. Là aussi, on doit inverser la donne. Les textes ont été pris. Je ne vais pas vous dire qu'on va faire des lois. Elles existent. La question, c'est comment on se met en situation collectivement de les appliquer. Alors, je veux d'abord ici lancer un appel très solennel. Nous sommes dans un contexte, et je crois que c'est ma fonction, mon rôle de le faire, celui des élections municipales. Et je veux ici lancer un appel à tous les candidats et les engager à penser dans leur programme la commune inclusive, sans laquelle il n'y a pas de société inclusive. Je compte sur eux, et nous comptons tous sur eux. Et je crois que ça doit être un sujet de campagne des municipales. Il faut juger les candidats à leur capacité à apporter des réponses concrètes, tangibles, réalistes. Ça ne peut pas être un sujet qui a disparu des campagnes municipales. Ça ne peut pas être un sujet où je vois même parfois certains qui se targuent d'avoir complètement abandonné la chose et de dire « c'est pas possible et moi je ne vais pas dépenser l'argent de la commune là-dessus ». C'est inadmissible. Et donc, ça doit être une pression citoyenne. Notre société montre aujourd'hui combien, quand elle se mobilise, elle sait faire bouger les choses. Le législateur, le gouvernement, le président de la République. J'ai le droit d'être moi-même le lanceur d'alerte sur ce sujet. C'est parfois plus efficace que de faire des lois. Que les citoyens se saisissent de ce sujet de la commune inclusive, qu'ils aillent bousculer tous les candidats pour que les choses se fassent. Et on va devoir, nous aussi, collectivement, se mettre en situation, je le dis très clairement, pour l'ensemble des bâtiments publics État, de le faire. Parce que nous ne sommes pas au rendez-vous de cette inclusivité. Donc j'ai demandé à ce que non seulement un audit soit fait, mais qu'une transparence soit établie avec maintenant un calendrier concret. Et je crois beaucoup, pour valoriser les bonnes pratiques, au label de qualité d'usage, tel que vous les proposez, Monsieur le Président, parce qu'ils sont une manière aussi de valoriser les bonnes pratiques et de montrer un chemin. Mais nous devons avoir un État exemplaire, des collectivités locales exemplaires sur ce sujet. Et la vie libre et la vie digne, enfin, c'est le droit d'être parent. Je refuse qu'en France, des personnes renoncent à devenir père ou mère en raison de leur handicap. C'est pourquoi je souhaite accéder à une revendication que je sais porter depuis de nombreuses années par beaucoup d'associations et beaucoup d'entre vous. Dès le 1er janvier 2021, l'aide humaine et les aides techniques nécessaires aux parents handicapés d'enfants âgés de 0 à 7 ans sera intégrée à la prestation de compensation du handicap. Par ailleurs, il sera aussi mis fin à cette situation absurde où ceux qui assistent les personnes pour prendre leur repas ne peuvent pas préparer leur repas, laver leur assiette, accompagner leur vie quotidienne. Je souhaite qu'on simplifie ce qu'il y a derrière cette prestation. Et je vais être très clair, c'est l'État qui doit financer et accompagner cette transformation. Elle ne saurait, dans la charge financière qu'elle représente, être laissée au département ou être considérée comme appartenant à cette prestation de compensation du handicap. Sur ce sujet, nous devons prendre nos responsabilités pleines et entières. Voilà, mesdames et messieurs, je ne serai pas plus long. C'était sur ces 3 objectifs à nous assigner collectivement et de manière très pratique, très concrète, et pardon d'être parfois un peu descendu dans l'arène, mais j'ai peur que vous y viviez dans l'arène. Et donc, c'est trop facile de tenir des propos d'estrade ou de proposer des textes qui valent pour l'avenir si je ne prends pas à hauteur de ce sur quoi je peux vous rendre compte quelques engagements concrets.
Madame la ministre est revenue tout à l'heure et, dans le cadre d'un travail remarquable qu'elle effectue, a reprécisé tout ce qui a été fait et aussi beaucoup d'autres décisions qui sont prises. Et en concluant, je veux simplement évoquer deux sujets de plus long terme qui dépassent le simple cadre de ce quinquennat ou qui font l'objet de beaucoup de débats et qui vous touchent. D'abord, le sujet des retraites. Pour rassurer chacune et chacun, oui, la situation particulière des travailleurs handicapés sera bien sûr prise en compte dans le futur système, avec la possibilité de partir plus tôt sans décote. Elle est prévue dans les textes et là-dessus, je l'ai réévoqué avec les associations, il n'y a évidemment pas de changement sur ce sujet, au contraire une amélioration. Et oui, les congés des proches aidants ouvriront bien sûr des droits. Et pour moi, l'un des objectifs de cette réforme de notre système de retraite et de refondation, c'est de prendre en compte justement la situation des aidants et de reconnaître la part d'activité qui est la leur dans les droits qui sont ouverts. Les députés de la majorité ont par ailleurs proposé deux évolutions, augmenter les droits des parents ayant des enfants handicapés et faciliter pour les personnes en situation de handicap la transition de l'emploi vers la retraite au travers d'un dispositif de retraite progressive. Je ne veux pas préempter les votes à venir, mais je veux dire que je souscris très profondément à ces deux avancées. Et ensuite, il y a au-delà de ça la question du vieillissement. Je dis ça parce que beaucoup des sujets que nous avons à affronter aujourd'hui, pas simplement en la matière, mais beaucoup des sujets sociaux que nous avons à affronter, sont parfois liés au fait que notre société n'a pas voulu voir des évolutions qui étaient à l'œuvre pour anticiper. C'est ce qu'on connaît sur la dépendance, nous aurons à y revenir dans les prochains mois. C'est ce qu'on connaît d'ailleurs sur notre enfance qui est en difficulté, et que là aussi les départements gèrent, c'est que le système a bougé, a évolué ces 20 dernières années, et on est en train de découvrir aujourd'hui un fait nouveau, c'est que les enfants qui sont à l'ASE d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 20 ans. Pour revenir à notre sujet, il y a un sujet touchant le handicap qui est en train de se transformer, sur lequel je n'ai pas parlé jusque-là, et qu'il nous faut commencer à appréhender dans nos réflexions et y répondre, c'est le vieillissement. Il y a 30 ou 40 ans, beaucoup de personnes en situation de handicap mouraient jeunes. Et on sait ensuite que progressivement, leurs parents ont eu une angoisse, c'est qu'ils allaient vivre sans eux. La société a commencé à accompagner. Et aujourd'hui, et c'est un formidable progrès de notre organisation collective, on a déjà à vivre le vieillissement des personnes en situation de handicap. Nous ne pouvons pas faire comme si tout était prévu dans notre système pour cela. Ce n'est pas vrai. Et donc, on ne peut pas laisser notre organisation nationale faire comme si nos EHPAD d'aujourd'hui pouvaient très facilement accueillir les personnes en situation de handicap, comme si les structures où il manque déjà des places allaient pouvoir les garder jusqu'à la fin de la même manière. Et donc, il nous faut lancer dès aujourd'hui une réflexion profonde, très structurante sur le vieillissement des personnes en situation de handicap, adapter les modes d'accompagnement, penser les solutions médicales, sociales, aussi les innovations, mais anticiper sur les conséquences de cette révolution en la vivant comme une chance et en l'accompagnant avec humanité. Beaucoup des défis qu'on a à vivre aujourd'hui, on les vit avec angoisse, en ne regardant pas que ces défis n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans, parce qu'on avait moins progressé. Et donc ces défis sont une chance. Il faut simplement s'en donner les moyens et les appréhender avec humanité. Mais sur les retraites et le vieillissement, voilà les deux points que je voulais faire. Permettez-moi, pour conclure, de m'adresser à travers vous à toutes les Françaises et tous les Français pour leur dire, au fond, que tout ce que je viens de dire aujourd'hui, tout ce que vous faites à longueur d'année, ça les concerne tous. Ils sont tous concernés et doivent tous se mobiliser. Et ce que je voudrais lancer aujourd'hui, c'est véritablement un appel à la mobilisation nationale. Le handicap ne touche pas simplement 12 millions de Françaises et de Français, bien plus s'il prend en compte les familles. Chacun d'entre nous peut y être confronté. Chacun d'entre nous, à un moment de sa vie, peut y être confronté de manière transitoire ou irréversible. Et donc, nous ne devons jamais être de ceux qui détournent le regard, ou être de ceux qui consisteraient à dire qu'ils s'adaptent. Ce n'est pas à nous de nous adapter ou de changer. Le DIOD favorise, accélère la nécessaire conversion des regards. J'ai retrouvé avec bonheur Jocelyn et Eugénie qui m'avaient accompagné ces 2 dernières années, mais le DIOD, ça doit être chaque jour. Chaque jour, nous devons nous mobiliser pour construire une société pour tous, avec tous, comme vous avez été si nombreux à le faire en contribuant sur la plateforme make.org, mais
je crois très profondément que c'est un sujet qui touche tous les Français. Et aux personnes en situation de handicap dans cette salle et partout dans le pays, je veux ici dire très solennellement que la République sera toujours à leur côté. Et qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, une impasse, une épreuve, qu'ils n'ajoutent pas une forme de culpabilité à ce qu'ils vivent. C'est la nôtre de culpabilité, pas la leur. Eux, ils ont à croire dans leurs rêves. Votre différence, ça n'est pas celle que nos regards, trop habitués aux normes, croient voir. Votre différence, c'est votre potentiel. C'est cette force d'âme qui est parfois enfouie dans chaque personne et chaque famille qui a à vivre ces situations un peu différentes et particulières et qui peut apporter aux autres en ce qu'elles leur font voir différemment le quotidien, la réalité. C'est ce qui fait que quand on a un enfant dont on a à s'occuper, quand on a une personne qu'on a à accueillir, ça donne aussi un sens au quotidien. Ça nous permet de continuer à innover, à changer nos vies, à grandir. Croyez dans vos talents, croyez justement dans vos rêves, parce que la notion doit toujours être là pour les accompagner les parcours, les efforts et tendre la main. Vous êtes des combattants, je le sais. Mais votre combat, c'est celui de la République, très profondément. Le combat de la fraternité, c'est un combat républicain. À chaque fois qu'il est perdu, c'est une petite défaite de la République. À chaque fois qu'il est à relever, c'est à nous tous de vous aider à croire à vos rêves, de les porter, de les continuer. Et donc on le fera, croyez-moi, avec force, détermination, parce que c'est ainsi que la République française est faite, solidaire, fraternelle, humaine, tout simplement. Et nous serons au rendez-vous. Vive la République et vive la France!